Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on est un peu vaniteuse. Salut, moi c'est Marie et so we may start, so we may start, so we may start, so we may start, so we may start. On va avoir ça dans la tête pendant Très 3 longtemps. mois. Et moi c'est Anaïs et j'adore la nette. Ah, moi aussi j'adore la nette. Et figure-toi que j'ai fait un borsch hier et j'ai mis de la nette dedans. Bah je suis ravie. Mais toi t'aimes pas les betteraves donc Non. c'est pas grave, écoute. Mais oui, moi je mets de la nette partout. C'est vrai, hein. Ceci était une référence au film dont nous allons parler cette semaine qui s'appelle Annette et dans lequel il y a une chanson qui dit « We love Annette, we love Annette » et que je chante maintenant à chaque fois que j'utilise de la nette dans mes plats. Cette semaine, j'ai donc fait découvrir à Marie une comédie musicale qu'elle n'avait pas encore vue. C'est rare puisque Marie a quand même une très très bonne connaissance des comédies musicales. Et ce film, c'est Annette de Léos Carax. Léos Carax qui a aussi réalisé Mauvais sang, qui est un film très important pour moi. Un de ses films les plus récents, c'était Holy Motors, qui était aussi un sublime film qui avait été pas mal couvert médiatiquement à l'époque. Et Annette de Léos Carax, c'est un film un peu particulier et j'avais très peur que ça ne te plaise pas. On va entendre un petit florilège de réactions que tu as eues devant ce film. Je veux pas passer pour basique, hein, mais c'est un peu spé quand même. Légèrement. Désolé, hein, mais je suis trop square pour ça. Non mais c'est vrai, hein. Ouais, je sais pas si c'est être square. Hein. Je comprends que ce soit pas... En fait, c'est tout le monde. Ouais, c'est... C'est David Lynch, mythe Jacques Demy, mythe la production d'un théâtre underground de l'Est parisien. Et encore, quand je le dis comme ça a l'air super. Astounding, unbelievable, amazing. Nice. It's really happening. Anaïs, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? T'aimes vraiment pas? Bah, non, pas trop. non, enfin honnêtement, non. Je comprends pas. Non mais déjà, enfin j'aime pas et puis en plus je trouve ça hyper déprimant quand même. Ah oui, c'est un peu dark. T'as vraiment essayé quand même, merci. T'as réfléchi pendant longtemps. Non mais en plus, quand j'entends la description que je fais, en fait, David Lynch mythe Jacques Demy, c'est génial. Et c'est un peu ça, hein. Oui, totalement. En fait, je pense qu'il y a des trucs vraiment super dedans. Et je pense qu'avec le recul, c'est un peu comme... j'ai vécu ça récemment et ça se passe dans le film aussi, donc j'y pense, mais un accouchement. Il y a un truc hormonal après qui fait que tu oublies à quel point ça a été dur pour pouvoir le refaire après, apparemment. Et c'est vrai qu'en y repensant, maintenant, je me dis, bon, c'était pas si horrible. Mais sur le coup, c'était vraiment douloureux, tu vois. Et en fait, maintenant, c'est un peu pareil avec ce film où vraiment, sur le coup, 2h40 ou 2h25. Non, 2h20. Ouais, temps ressenti 2h40. Et vraiment, il y a des moments durs à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'en plus, c'est un film qui est sombre et avec une thématique qui est vraiment déprimante. Et en plus, la façon dont elle explore, moi, je suis pas toujours très à l'aise avec ça. Il y a certaines chansons que j'ai beaucoup aimées, mais il y en a d'autres, c'est vraiment douloureux à écouter, en fait. Par exemple, la scène qu'on entend à un moment pendant les extraits où c'est la scène sur le bateau, où il y a une tempête et tout ça. Oh, j'ai réécouté la chanson tout à l'heure pour me préparer. C'est horrible. C'est vraiment... Oui, moi je trouve la scène très belle, mais Oui. c'est vrai que la chanson est très dissonante et c'est clairement pas un banger, quoi. Ah non, c'est vraiment pas un banger, mais c'est douloureux pour les oreilles. Ouais. Un peu. Mais Mais c'est peut-être le propos, hein, mais... C'est ça, moi j'aime bien la description que t'en fais et l'analogie que tu fais avec l'accouchement parce que j'ai ressenti ça avec plein d'œuvres et notamment avec des livres où tu passes vraiment tout le livre à te dire mais pourquoi je suis en train de lire ça, c'est tellement long. Et notamment par exemple un livre de Proust, tu vois, et où à la fin l'accomplissement d'être arrivé jusqu'au bout et le voyage que t'as parcouru fait que tu gardes un souvenir assez fort de l'expérience et aussi une appréciation très forte pour l'œuvre qui contient plein de passages très très beaux. C'est comme une rando quoi aussi, où genre Oui, tu oui,
souffres pendant 4 heures et à la fin, t'es au sommet et t'es là, waouh, trop beau. Mais t'as pas kiffé tous les moments de la rando, quoi. Je dirais qu'une rando, je kiffe à peu près 80% de la rando. Annette, on est sur une proportion inverse. Mais bon. Ok. Bon, tu m'en veux pas trop quand même de t'avoir montré ce Non, film. pas du tout. Au contraire, c'est ce qui est très bien avec ce podcast, c'est que ça m'a beaucoup permis de découvrir des œuvres que je n'aurais jamais, vers lesquelles j'aurais jamais été naturellement. Alors que j'aime beaucoup les comédies musicales, mais ce que j'avais entendu d'Annette, j'avoue que j'avais un peu la flemme. Surtout la longueur du film, ça me tentait pas trop. Oui, et puis j'étais vraiment pas sûre que ça te plaise parce que clairement, c'est. Bah, d'ailleurs, t'as fait l'analogie avec Lynch et c'est vrai que jusqu'à ce que tu découvres Lynch, je pense que t'avais aussi l'impression que c'était pas du tout un cinéma fait pour toi. Et là, je me disais aussi que c'est pas ce qui correspond le plus à ce que t'aimes d'habitude. Et aussi dans les comédies musicales, c'est pas ce qui correspond à ce que t'aimes. Mais je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. C'est-à-dire que c'est pas forcément un de mes films préférés, même si j'ai un souvenir très fort de mon visionnage la première fois que je l'ai vu. Mais c'est aussi parce que je voulais offrir un contrepoint, je pense, au reste de notre sélection. Bah oui, bien sûr. Et je pense que ça a bien accompli son travail de contrepoint. On a quand même bien rigolé parce que le premier truc qu'on nous dit quand le film commence, c'est une mise en abîme. Enfin, on est dans un studio d'enregistrement avec les musiciens, les Sparks, qui ont composé la musique du film. Et il y a Léos Carax qui est à la console. Et enfin, on a un message d'annonce qui nous dit qu'il va falloir être très attentif. Et voilà la réaction que tu as eue à ce moment-là. We now ask for your complete attention. Oh non, I can't. If you want to sing, laugh, clap, cry, yawn, boo, or fart, please do it in your head. Only in your head. Not my type of movie. And you request to keep silent. Oui, donc c'est un des musiciens des Sparks qui dit qu'il faut vraiment, si tu as la moindre réaction, l'envie d'avoir la moindre réaction physique devant ce film, il faut que tu l'aies dans ta tête, y compris péter dans ta tête. Et clairement, comme tu as des réactions souvent assez vives devant les films... Non, mais en plus, c'est le propos de ce podcast. C'est-à-dire qu'on s'enregistre pendant les films. Si on n'a aucune réaction, il n'y a plus de podcast. Hein. Enfin, clair. Il pourrait y en avoir après de discussion, mais c'est juste que dans ce cas-là, autant arrêter de s'enregistrer. C'est vrai. Mais je vous rassure, on a eu plein de réactions devant ce film. Oui, bah parce que j'ai du mal à me retenir. Mais je pense que c'est de l'humour aussi, bien sûr. j'imagine. Oui, bah, je connais péter pas dans très bien votre tête, l'humour, mais je crois que c'est ça. C'est très très drôle. C'est quelque chose qu'on fait en début de relation aussi, péter dans sa tête. Après cette petite intro méta, la musique commence et c'est un morceau donc qui s'appelle So May We Start et on passe du studio d'enregistrement de la bande-son du film au film lui-même. On arrive dans la rue, il y a Marion Cotillard et Adam Driver qui se joignent à tout le groupe et ils se mettent à chanter sur le fait que le film est en train de démarrer et voilà ce que vous allez trouver dans le film. Donc c'est vraiment, pour moi c'est le meilleur morceau du film et c'est hyper savoureux, hyper méta. T'as pensé quoi de cette séquence d'ouverture ? Bah je suis d'accord, c'est le meilleur morceau du film. En plus le meilleur morceau qui rentre dans la tête avec le morceau final aussi avec la petite fille. Ouais. Pour moi, c'est les 2 meilleurs morceaux du film, sachant que We Love Each Other So Much, je l'ai dans la tête depuis 3 semaines. Mais je dirais pas que c'est le meilleur morceau. Je dirais que c'est le morceau le plus incessant, quoi. Non, cette séquence, c'est tout ce que tu dis, c'est-à-dire la mise en abîme. C'est intelligent, c'est drôle, c'est un très joli clin d'œil. Ça fonctionne très 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 bien, quoi. Et ça fait bien rentrer dans l'œuvre. Moi, en la revoyant, la séquence d'ouverture, j'ai pris beaucoup de plaisir à la voir. Et je trouve ça intelligent. Quand on a regardé le film, on l'a mentionné, le Scenes from a Marriage, l'adaptation de Scènes de la vie conjugale de HBO récemment, par Ragai Levy. Il y avait des procédés comme ça, où on voyait les caméras et on voyait les acteurs se préparer en plein Covid, enlever leur masque et puis après rentrer dans la pièce. Je trouvais ça un petit peu artificiel par moment, c'est un peu le propos, mais je trouvais que ça fonctionnait pas forcément tout le temps. Là, dans le film, je trouve que ça marche vraiment bien. Et parce qu'en plus, la comédie musicale, il y a quand même ce truc où t'es obligé... L'artificialité est présente partout. Exactement. Dans tous les films, l'artificialité est présente partout, mais là, c'est une artificialité qui est assumée et qui fait partie de la façon dont on raconte l'histoire. Donc, insister sur ça avec une scène pareille, je trouve ça vachement bien. Ouais, et là, on va y revenir, mais c'est un film qui interroge notre rapport au créateur et la question de la séparation entre l'homme et l'artiste, l'art et l'artiste. Donc le fait de faire tomber cette barrière tout de suite en rappelant dès le départ que ce que vous êtes en train de voir, c'est une mise en scène. Et d'ailleurs, on le voit aussi avec le générique de fin, où ils sont tous en train de se balader avec le générique qui défile, tous les acteurs. C'est une très bonne manière aussi de nous expliquer ce qu'on va voir, quoi. Alors, au début, ça t'a plu ? C'est pas mal ça. Ouais, j'adore. Ah ouais, j'étais en furie avec elle.
Et puis, le film a commencé et tu as Et puis vite voilà. déchanté, sans mauvais jeu de mots. Alors, attends, est-ce que c'est le genre de film où tout est chanté? Non. Je crois pas. Parce que là, ça, je peux pas. J'ai pas la bande passante pour ça. Non, tout n'est pas chanté dans le film, mais tu parlais de Demi, c'est vrai que y a certaines séquences chantées comme ça, enfin de dialogues chantés, qui peuvent rappeler le style de Demi, auquel toi d'ailleurs, il me semble que t'es pas très sensible, enfin ça te gonfle assez rapidement les personnages qui chantent tout le temps. Moi, dans le genre des comédies musicales, c'est le genre que j'aime le moins, c'est le genre où on chante tout le temps. En fait, c'est les opéras musicaux, parce que j'ai envie que les gens parlent entre les chansons. Et j'aime bien que les chansons soient des numéros, et j'aime pas que toutes les conversations soient chantées, déjà parce que ça prend 3 plombes. Je trouve ça très beau, Jacques Demy, c'est un festival pour les yeux, c'est magnifique et tout ça. Il y a certaines chansons qui sont très très belles, mais j'ai pas besoin d'avoir une chanson ou enfin quelqu'un qui chante pour m'expliquer qu'il va mettre de l'essence dans sa voiture en fait. Et donc c'est vrai que j'ai eu peur, mais c'est pas le cas. Il y a des dialogues, il y a beaucoup de chansons quand même. Ouais, en fait, on est un peu à mi-chemin entre les deux, c'est-à-dire que c'est pas le cas. Il y a beaucoup de scènes qui sont juste entre guillemets dialoguées, mais on a un style de chant qui va rappeler ces comédies musicales-là. Et il faut aussi savoir que tous les chanteurs, enfin les acteurs, ont chanté en direct pendant les prises et non pas en studio. Voilà. Et ça, c'est un truc qui est hyper risqué. C'était aussi le cas pour Les Misérables, qui était une expérience cinématographique assez douloureuse. Oui. Alors que j'ai beau adorer la musique des Misérables, de la comédie musicale, ça peut être très compliqué de voir des acteurs chanter en direct. Genre Russell Crowe. Parce que ça, en fait, le chant est hyper impacté par leurs mouvements. Et quand on enregistre en studio, en fait, on est assez statique. Et donc, on peut vraiment maîtriser là où va notre voix. Alors que quand on enregistre tout en jouant la comédie et en chantant, ça donne un chant qui est beaucoup plus brut et un effet un peu plus naturaliste qui peut être déplaisant, surtout quand on veut l'artificialité de la comédie musicale et le côté un peu grandiose avec des notes qui sont parfaites, quoi. Surtout, les acteurs, en général, même quand ils chantent très bien, sont pas des chanteurs d'opéra, en fait. Donc, ils n'ont pas ce talent de pouvoir chanter et jouer en direct. Ça s'apprend. C'est pas pour rien que les chanteurs font des entraînements vocaux ou des choses comme ça. Oui, et qu'on fait plusieurs prises en studio, quoi. Voilà. Tout ce que tu dis est une très bonne transition pour quand même préciser que Annette, c'est un opéra. Ça a été conçu comme un opéra par les Sparks, qui est le groupe qui a composé la musique du film, et ils l'ont présenté à Léos Carax pour qu'il l'adapte. Et donc, il y a un côté très, très, très théâtral dans la mise en scène du film, mais aussi dans l'écriture, avec une trame narrative d'opéra assez simple, on va dire. Et c'est une tragédie autour d'une poignée de personnages, et le personnage central, je pense, malheureusement, c'est Henry McHenry, joué par Adam Driver. Comment tu décrirais ce personnage ? C'est un peu le cliché du personnage d'Adam Driver, c'est-à-dire qu'il est extrêmement intense, il est extrêmement Adam Driver. J'aime beaucoup Adam Driver en plus dans certains films, mais pour moi, c'est à un moment je l'ai dit, c'est peut-être dans les extraits, mais pour moi, c'est Adam de Girls s'il était parti à Los Angeles et qu'il était devenu humoriste, ce qui est vraiment pas un compliment. Il est assez insupportable. Déjà, il est humoriste, en fait. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. C'est quand même la pire des engences. Le pire, ce serait qu'il soit podcasteur. Et là, on serait vraiment sur un personnage détestable. Je pense que ça fait partie du propos aussi. C'est-à-dire que, évidemment, c'est un homme toxique. Et donc, ils l'ont fait humoriste. Et ça, c'est assez drôle. Mais en plus, son spectacle de one-man show, là... En fait, ça consiste principalement à insulter son public. C'est ça. Et là aussi, moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est encore une manière de nous questionner sur, en tant que public, qu'est-ce que vous acceptez de regarder et à quel moment vous décidez de condamner la personne que vous voyez, au lieu de dire, non, au nom de l'art, ce qu'il fait est forcément bien, quoi. Et Léos Carax lui-même décrit son personnage comme un mauvais homme, mauvais mari, mauvais père et mauvais artiste. Et clairement, à aucun moment dans le film, t'as l'impression que ce qu'il fait... t'as l'impression qu'il est talentueux, quoi. Et c'est juste quelqu'un qui fait de la provoque, qui est agressif, qui est intense. Et visiblement, son public achète ça sans vraiment questionner le fait que ce qu'il fait est pas bien, quoi. Tu sens que c'est ce que le film veut dire sur ce personnage. Le problème, c'est que pour le dire, on est un peu obligé de regarder son spectacle aussi. Et donc, on se l'inflige aussi. Et je comprends pourquoi, mais ça rend pas l'expérience moins douloureuse. C'est un humoriste. Voilà. Je peux pas regarder une comédie musicale sur un stand-up comédien. You disagree? What is it? Blasphemy? Why? Is she too perfect? Allez, je dors pas beaucoup en ce moment. Faut pas me faire des choses comme ça. Wish that she could be here now.
But she's at the opera tonight. Opera. Non mais c'est tout le film, c'est son spectacle. Non. Il y a un moment où on sort de cet enfer. C'est lui qui meurt, j'espère. See her to goodnight. Insupportable. Oui, Ouais. parce qu'on nous dit dans le numéro d'ouverture aussi qu'il va potentiellement y avoir une mort dans le film. Oui. Et tu savais ça aussi, donc t'espérais grandement que ce soit lui Oui, bon, qui... j'ai vite compris que ce serait pas le cas. Mais c'est vrai que le film passe beaucoup de temps sur son spectacle au début. Et j'avoue que même moi, j'avais un petit doute à ce moment-là du film. Je me souvenais plus parce que ça faisait depuis 2021 que je l'avais pas revu. Et je me disais, je me souviens que ce film a eu une importance quand même assez forte pour moi. Et je me souviens que je voulais en parler dans le podcast, mais là, tout de suite... Je me souviens plus pourquoi. Ouais, exactement. J'ai eu un petit moment de panique. Je me souviens plus trop quel était le point de ce film. C'est très rassurant quand j'entends ça au C'est début clair. du film. Non, mais typiquement, c'est le genre de film, j'ai pas eu le temps de le revoir depuis qu'on l'a vu ensemble. Mais maintenant que je sais où ça va et ce que ça dit, je vais pas le revoir. Mais je pense que si je le revoyais, je l'apprécierais encore plus, ou non, je l'apprécierais plus, parce que c'est très désarçonnant, en fait, quand tu le vois pour la première fois. Il y a certains choix et le temps qui est passé sur certaines scènes ou des choses comme ça. Ouais, je pense que j'apprécierais plus le cheminement en connaissant la fin. Toute la première partie, c'est la mise en place de présages en fait symboliques et qui peuvent sembler assez gros quand on revoit le film la deuxième fois. Mais c'est vrai que la première fois, moi, je savais pas du tout ce que j'allais voir et je savais pas où ça allait aller. Et je trouve que c'est une manière très intéressante de, encore une fois, nous parler d'un prédateur, d'un homme toxique, très, très, très malsain et violent, mais d'abord de l'installer comme ça. Parce que justement, tu passes tout le début à te dire, mais pourquoi je devrais m'intéresser à ce mec ? Il n'est pas intéressant, il est même repoussant dans tout ce qu'il fait. Et plus le film avance, plus tu comprends que c'était le propos de Léos Carax. Mais du coup, c'est vrai que ça fait une expérience, comme tu dis, très désarçonnante, quoi. Et donc, Henry McHenry, il est amoureux de Anne, qui est jouée par Marion Cotillard. Comment tu décrirais le personnage de Anne ? Très souvent, comme dans les rôles joués par Marion Cotillard, surtout pour les rôles américains, c'est un idéal féminin. C'est-à-dire qu'elle est magnifique, elle est pure, elle est très talentueuse. Tout le monde est très surpris de la voir amoureuse de ce gros naze. Y compris toi. Oui, exactement. Mais oui, tout le monde est amoureux d'elle, en fait. Le public est amoureux d'elle. Les deux hommes qui l'entourent sont amoureux d'elle. Et elle a une aura de pureté et de charisme. C'est presque une sainte, quoi. Et c'est une chanteuse d'opéra. Alors, Marion Cotillard chante dans une grosse partie du film. Comme, elle chante pas mal, hein. Ouais, comme tous les acteurs. Et donc, elle s'est entraînée avant le tournage pour bien chanter pendant les prises. Mais elle joue une chanteuse d'opéra et il y a quand même certaines scènes d'opéra où on s'est quand même demandé si là aussi ça avait été capté en direct pendant les prises. Putain, Marion Cotillard. Impressionnant, ça. Je ne m'y attendais pas. Elle est cadrée très très large. En sortant du film, j'ai mis les points positifs, les points négatifs. J'adore. Et dans les points positifs, j'ai mis les scènes d'opéra qui sont vraiment magnifiques. Ouais. Et notamment un moment où, en fait, elle sort du décor pour entrer dans une vraie forêt. C'est sublime comme scène et c'est vraiment un des plus beaux moments du film pour moi. Ouais, c'est clair. Et c'est tout l'intérêt justement de filmer un opéra, mais de le transformer en quelque chose, de faire ce qu'on ne peut pas avoir à l'opéra, c'est-à-dire une sublimation totale du décor. Il y a un autre personnage qui est un personnage secondaire, mais qui a eu son petit moment sous les spotlights pendant toute la campagne du film. C'est The Conductor, donc le chef d'orchestre, joué par Simon Helberg, qui était plus connu pour avoir joué dans Big Bang Theory, avant Annette. Il t'a marqué ce personnage ou... Pas foncièrement, je pense que je me souvenais de toute la conversation autour de lui, donc je pense que je m'attendais à quelque chose de plus, mais en fait j'ai vite compris que c'était parce que il était acteur dans Big Bang Theory et que c'est tellement surprenant de le voir dans un film de Léos Carax, de le voir dans un rôle sérieux, qu'évidemment il y a eu un buzz autour de lui. Après, je le trouve bon dans le film et il a un rôle intéressant parce que lui-même est amoureux aussi de Anne, il va avoir un rapport aussi à un autre personnage dont on va parler, qui est le personnage titre, Annette.
Et en fait, il est censé être plus gentil que le personnage de Henry McHenry, mais on comprend vite qu'il est tout aussi lâche et tout aussi nocif. Peut-être pas tout aussi nocif, mais nocif à sa façon aussi pour les deux femmes, quoi. Oui, surtout via sa lâcheté, comme tu le dis. Moi, j'adore son morceau principal qui est I'm the conductor, donc je suis le chef d'orchestre, et qui est un morceau plein de frustration, justement, où il dit que lui, il est toujours un peu à côté, et il observe Anne et son histoire d'amour et sa carrière, mais sans vraiment pouvoir avoir sa place dans sa vie à elle. Et c'est un numéro qui est tourné en plan séquence avec la caméra qui tournoie autour de lui, et en fait, il alterne entre des moments où justement il est en train de jouer le chef d'orchestre et entraîner toute une symphonie, et après il s'interrompt pour repartir dans sa tangente. Ouais, voilà. Et je trouve ce numéro vraiment super, et je pense que c'est pour ça qu'il a beaucoup marqué les gens, même si c'est un personnage qui est pas hyper présent dans le film au final. Oui, mais tu vois, même dans ce numéro-là, il dit lui-même, il a eu une liaison avec Anne, et il dit que ça faisait des années qu'il aimait, et il a eu une liaison avec elle dans un moment de détresse pour elle, juste avant qu'elle rencontre Henry McHenry, et qu'il est triste qu'en fait la liaison soit terminée, n'ait été que passagère. Et t'es là, mais en fait, il a un côté un peu pitoyable, mais c'est pas parce qu'il est pitoyable et plus inoffensif, tu comprends quand même qu'il a tiré avantage d'un moment de détresse de cette femme qui était dans son entourage depuis des années, qui n'était visiblement pas intéressée par lui pendant toutes ces années, pour avoir une relation avec elle, et qu'il reste encore fixé là-dessus, quoi. Oui, au final, je pense que les deux seuls personnages pour lesquels on a vraiment de l'empathie dans ce film, c'est Anne et Annette. Mais les personnages masculins, même si lui est un poil plus sympathique quand même que oui, bien sûr. Henry, il est diabolique, donc. Ouais. Oui, Henry, en fait, c'est un peu la version maléfique de Bo Burnham, quoi. C'est un mec qui fait des morceaux chantés de stand-up sur scène, mais en hurlant des insultes à son public, quoi. Et donc, Henry et Anne, tous les deux artistes sur scène, s'aiment tous les deux beaucoup. Littéralement. Il le chante beaucoup. C'est-à-dire, cette chanson. Après, elle est pas mal en vrai, parce que pour que je l'ai dans la tête depuis qu'on a vu le film, ça fait 2-3 semaines là. Mais elle est très lancinante. Il y a genre 3 répliques en fait dedans, et on apprend qu'ils s'aiment tous les deux beaucoup lors de cette longue séquence qui culmine avec une scène de Cuny chanté. Ouais, je pensais que le Cuny chanté allait être plus long, parce que je me souviens que tu avais même écrit un article sur le Cuny chanté à l'époque, donc j'attendais beaucoup le Cuny chanté, mais c'est vrai que c'est surprenant quand même quand ça arrive. Ah non, c'est sur ça qu'il va lui faire un Cuny. Oh, c'est tellement cringe. Putain, j'imagine la découverte à Cannes. C'était génial. Speak soft when you say it. Speak soft when you say we love each other so much. Oh non, elle va jouer dans la chanson, hein. Enfin, ça va, c'est rapide. Ouais, c'est quand même long en vrai. Oui, le numéro musical est très long. Le Cuny lui-même, je pense que ça dure 1 minute dans le film. Mais le numéro musical, lui, est très long. Et c'est vrai que c'est juste We Love Each Other So Much à répétition. Non, puis faire jouir les personnages en chanson, c'est un choix. Ouais, c'est clair. Mais moi, je trouve ça très, très drôle parce que, en tout cas, là, je trouve qu'on sent l'humour de Léos Carax parce qu'encore une fois, en fait, il prend la musique des Sparks et c'est ça qu'il choisit d'en faire aussi, quoi. Il choisit de faire chanter Adam Driver entre les cuisses de Marion Cotillard. Et là aussi, quand on sait ensuite vers où le film se dirige, c'est censé être une chanson d'amour, mais elle est tellement désincarnée, tellement lancinante, mais d'une manière désagréable. Oui, c'est sur l'obsession. Que voilà, ça annonce déjà le fait qu'il n'y a pas grand-chose de romantique en fait dans l'histoire entre ces deux personnages, et que au contraire, We Love Each Other So Much, ils y croient même pas eux-mêmes, quoi. Que c'est pas une histoire d'amour et c'est plus une histoire d'emprise et de toxicité au final. Juste avant qu'ils commencent à chanter la chanson, ils sont en train de marcher dans une clairière. Et en fait, le premier plan, c'est les mains de Henry McHenry qui s'approchent du dos d'Annette, de la nuque d'Annette. Ouais. Et on sent, c'est l'emprise. Et je pense même que c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, c'est une histoire de féminicide. Oui. C'est tellement clair comme présage. Mais donc, oui, la chanson, clairement, c'est sur l'obsession et c'est sur une relation toxique, quoi.
T'as mentionné mon plan préféré, enfin en tout cas pour moi le plan le plus important de ce film, c'est clairement celui-là et c'est aussi celui qui m'avait le plus frappé au visionnage et qui est la clé de tout ce que le film raconte. Oui. Quoi. En plus c'est en caméra subjective, c'est-à-dire qu'on voit les mains de Adam Driver mais comme si la caméra était à sa place à lui, quoi, comme s'il s'apprêtait à étrangler Anne et donc ça nous place dans une position encore une fois très inconfortable puisqu'on est de son côté à lui dans un rapport de violence qui va se produire envers elle, quoi. Et puis, après avoir chanté en CUNY, ils vont faire un bébé. Ouais, c'est pas le CUNY qui a mené au bébé. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce bébé s'appelle Annette et tu as été surprise par son arrivée dans le monde et dans le film. Déjà, j'ai été surprise qu'elle arrive. Je savais pas que c'était l'histoire d'une petite fille. D'accord. Enfin, une petite fille. Oui, d'une poupée. Voilà, d'une marionnette. Mais une petite fille, en vrai. Je savais pas que le film était sur ça. Je pensais que c'était une histoire d'amour. Enfin, j'avais pas compris que c'était ça. Donc déjà, ça, j'ai été surprise. Et j'ai été surprise aussi, par le fait qu'il y ait une chanson sur le fait qu'elle naisse, quoi. Enfin, Ouais. sur la scène d'accouchement. Non, pas encore. C'est pas possible. C'est Kenny enceinte. Ouais. Écoute. Ah oui, c'est vrai. À nouveau, c'est pas possible. J'avais oublié qu'il lui faisait un CUNY enceinte sur de la musique. Ouais. Voilà. C'est un thème récurrent. Breathe in, breathe out, breathe in. Breathe in, breathe out, breathe in. Breathe in, breathe out. Alors, ça se passe pas exactement comme ça. C'est marrant parce que tu peux choisir de mettre de la musique en salle d'accouchement et Franchement, peut-être que si j'avais Pour vu le numéro 2, Annette... tu garderas ça en tête. Moi, j'adore ce morceau. Enfin, il est hyper camp pour le coup. Enfin, c'est un morceau musical sur l'accouchement avec du coup le rythme et la mélodie qui font que dire respire et pousse, quoi. J'adore. Vous l'aurez compris, le film Annette parle du personnage d'Annette. de l'enfant. Voilà, Annette. Comment tu la décrirais ? C'est une marionnette. She's out of this world. Elle est un peu étrange, c'est une marionnette, mais c'est très très bien fait. C'est-à-dire que je me suis beaucoup attachée à la marionnette. Déjà, on est toujours sensible aux êtres un peu vulnérables dans les films, à ce qui peut leur arriver. Mais en plus, c'est vrai, là je viens d'avoir un enfant, donc forcément les enfants dans les films, maintenant j'ai un rapport qui est encore plus exacerbé quand je vois un enfant souffrir ou des choses comme ça. Et ça a fonctionné avec Annette, alors c'est une marionnette et tout ça, mais elle a quelque chose de très touchant. Et de très réel, en fait. On en reparlera, mais tout le propos, justement, sur l'exploitation des enfants dans la création, dans les arts et des choses comme ça, et dans la célébrité en général, je trouvais ça intéressant dans le film, et je trouvais intéressant, justement, que le film choisisse de l'incarner à travers une marionnette, parce qu'il arrive à sortir de ce piège aussi, c'est-à-dire que lui-même n'exploite pas un enfant pour le faire, quoi. Et d'ailleurs, il l'a dit que c'était un gros challenge quand il a reçu cette proposition des Sparks. Il y a quand même un personnage de bébé qui chante magnifiquement bien, d'enfant qui chante magnifiquement bien. Et donc, c'était un challenge pour lui de l'incarner. Et le fait d'avoir fait ce choix-là, je trouve ça très, très fort. Et d'ailleurs, le film a gagné le César des meilleurs effets visuels. Et tout le film est sublime, mais c'est vrai que c'est un très, très bel accomplissement, cette poupée. Oui, et puis ça pourrait être ridicule. Honnêtement, il y a un côté un peu... c'est surprenant. Elle accouche d'un petit enfant en bois, quand même. Voilà, exactement. Mais bon, on comprend aussi que c'est une allégorie. Mais surtout, ça fonctionne très bien. Pour moi, c'est l'aspect le plus émouvant de ce film. Et ce qui fonctionne le mieux, c'est ce personnage-là, quoi. Bon, ceci dit, quand je l'ai découverte, j'étais quand même... un peu désarçonnée, encore une fois. Voilà, exactement. C'est surprenant. On s'y attend pas. Waouh. Hyper étrange ce bébé. Je comprends pas si bien. À force de chanter en faisant des cugnets, c'est clair. il est arrivé un petit truc là. Ah d'accord, c'est un bébé surnaturel un peu. Un peu. On verra un peu. Waouh. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce truc? Et c'est au moment de la naissance d'Annette que le film devient plus sombre, ou en tout cas plus explicitement sombre, parce que tu l'as dit, c'était planté dès le départ. À un moment, il y a une séquence de rêve. Anne est dans sa voiture, elle s'endort, et à ce moment-là, elle voit à la télé que plusieurs femmes dénoncent Henri. Elles disent qu'il se comportait de manière malsaine et violente oui, c'est avec des elle. ex-copines qui le dénoncent. Ouais. Each of us has come forward over the similar story.
subjected to his abuses, witnesses to his violence and his anger, his anger. Each of us has come forward, all with a similar story, subjected to his abuses, witnesses to his violence and his anger, his anger. Et d'ailleurs, parmi ces femmes, il y a Angèle, la chanteuse, qui est devenue très connue pour Balance ton quoi. Donc, ça fait totalement sens aussi qu'il l'ait mise dans ce rôle-là. Et puis, tu l'avais compris déjà avant que ça se produise, c'est un film qui parle de féminicide. Et après cette séquence, leur relation s'envenime un petit peu à tous les deux. Et lors d'un voyage en bateau, Henri laisse Anne se noyer. Oui, ouais, il la entraîne tue. très clairement. En plus, c'est un voyage en bateau dans une tempête qui était prévu dans mon souvenir. Mais C'est annoncé, en fait, les médias jouent le rôle d'un chœur grec pendant tout l'opéra, tout le film. Connie O'Connor here for Showbiz News, with the exclusive news that Anne, Henry, and baby Annette will be traveling on their yacht next week. Could it be in the hope of saving the couple's marriage? And could the problems be due in large part to the growing discrepancy between their respective success? We wish them the best. Et juste avant ce voyage, c'est les médias qui annoncent qu'il y a de l'eau dans le gaz dans le couple entre les deux. Et ils espèrent que ce voyage pourra peut-être réparer leur relation. Or, c'est pas ça qui va se passer. j'ai trouvé ça intéressant qu'ils choisissent d'en faire une mort par noyade en mer, parce que le film est aussi centré beaucoup sur la célébrité. Tu le dis, il y a le rapport de la presse People et tout ça, à travers laquelle on voit aussi la relation entre Henry McHenry et Anne. Et il y a une histoire très célèbre à Hollywood, qui est la mort de Natalie Wood, qui est morte noyée. On n'a jamais su le contexte de cette mort. Et son mari, Robert Wagner, a été suspecté de sa mort et de l'avoir tuée. Donc, ça reste un grand mystère à Hollywood et quelque chose qui a beaucoup marqué l'histoire du cinéma depuis sa mort. Donc, je ne sais pas si c'était un choix conscient de le faire, mais en tout cas, ça m'a rappelé ça pendant le film. Je pense que c'est pas du tout anodin qu'il ait fait ce choix-là. La scène du bateau était déjà aussi pensée par les Sparks. Et Leos Carax en a fait ce qu'il a fait dans la mise en scène. Mais pour moi, oui, le retentissement symbolique est très très fort. Et il y a tellement de mise en abîme dans le film, à la fois avec la vie de Leos Carax, on en reparlera, mais aussi qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on accepte de la part de nos célébrités et leur comportement aussi en dehors des écrans de cinéma. Je pense que c'est évident que, à mon avis, oui, l'histoire de Natalie Wood n'est pas totalement anodine là-dedans. Ce qui m'a le plus bouleversée à chaque fois, aussi bien dans cette scène et la scène suivante qui est après la noyade, il se retrouve naufragé sur une île, lui et bébé Annette. C'est le bébé, en fait. C'est-à-dire que bébé Annette est laissée toute seule. On la voit jouer avec sa mère, je crois, sur le lit. Et sa mère est en train de la coucher, lui dire bonne nuit. Et c'est après qu'elle a cette dispute dans la tempête avec Henri et qu'elle meurt. C'est ça. Et alors que bébé Annette est toute seule dans la cabine et pleure, il comprend pas ce qui se passe. En tout cas, c'est comme ça que je me souviens de cette scène. Et il y a vraiment... et forcément, je projette des choses, mais... Oh là là, c'était trop triste et déprimant, honnêtement. Et après, le bébé Annette qui est toute seule sur l'île avec son horrible père, ça m'a fait trop de peine. Mais c'est horrible. Anaïs, même si c'est un faux bébé, c'est hyper horrible. Non, mais moi, une saison comédie musicale, c'était pour regarder des trucs fun. Oh non. Mais c'est horrible. Ouais. Ouais, c'est clairement un peu glaucouné. Tu l'avais dit et tu l'avais pressenti assez tôt dans le film, c'est une œuvre sur le féminicide. T'as pensé quoi de la manière dont le film traite cette thématique ? Ce qui me dérange toujours, c'est que le film est centré sur lui et donc forcément sur l'auteur. Elle reste un personnage qui est pas très très creusé, qui est un idéal féminin. Et on sent du coup que c'est une perspective très masculine sur ça. C'est-à-dire que c'est une perspective aussi qui a peut-être... un regard qui est intéressant et qui a un regard aussi où on sent de la culpabilité par rapport au rôle des hommes dans la violence faite aux femmes. On sent qu'il le confronte un peu et qu'il n'est pas tendre avec ce personnage de Henry McHenry. Mais en même temps, pour moi, le problème reste que le personnage principal et auquel on s'intéresse le plus et dont on comprend le mieux la psyché, c'est cet homme-là.
Et le deuxième, honnêtement, c'est le chef d'orchestre. Parce que Annette, c'est un bébé marionnette. Et Anne, c'est une figure d'idéal féminin et de star qui rayonne et qui est lumineuse et qui est magnifique. Mais on n'en sait pas plus sur elle, quoi. Alors que lui est totalement au centre de l'histoire. Et pour moi, c'est tout le problème dans la façon dont on couvre en général ces meurtres. Il y a aussi, je trouve, le film tombe un peu dans le truc du crime passionnel, de l'homme qui est trop amoureux, même s'il le présente comme un homme toxique, qui est mauvais. Ouais, en fait, c'est surtout après la façon dont il traite sa fille, le souligne encore plus comme quelqu'un qui a zéro empathie et qui est horrible. Mais j'ai un problème avec la façon dont le film se centre sur cet homme et décentre du coup Anne. Et j'ai un énorme problème avec la scène finale que je trouve très belle par plein d'aspects, mais dont le propos me dérange. Voilà. Et en fait, on n'en a pas encore parlé parce que c'est peut-être un peu tôt dans notre déroulé du film. C'est une chanson qui est chantée donc par Annette, qui là est incarnée par une vraie petite fille qui vient voir son père en prison et qui chante une chanson pour lui dire à quel point elle lui en veut, à quel point elle n'oubliera jamais, elle ne lui pardonnera jamais, mais elle ne dit pas qu'elle ne lui pardonnera jamais, mais qu'elle ne leur pardonnera jamais à lui et à sa mère. Évidemment, il y a peut-être un truc intéressant à interroger sur un enfant a le droit de ressentir une forme de ressentiment, de colère pour ce qui lui est arrivé ou des choses comme ça, d'avoir un sentiment d'abandon aussi parce que sa mère n'est plus là. Mais en fait, ça m'a quand même dérangé que le film se termine sur cette chanson où il y a une insistance en plus vraiment sur le fait que elle leur en veut à tous les deux pour ce qu'ils lui ont fait, alors que au final, c'est lui qui a tué sa mère, quoi. Ouais. Et sa mère ne lui a rien fait. Enfin, tout ce qui lui arrive de mal, c'est après la mort de sa mère. C'est pas. Et je sais pas, j'étais très dérangée par cet aspect-là parce que je trouve que ça veut peut-être dire quelque chose d'intéressant sur les émotions que traverse cet enfant à ce moment-là, mais je trouve que le film n'est pas assez fin dans ce qu'il dit à la fin pour que je comprenne exactement et pour surtout que je sois à l'aise avec le fait qu'on applique une culpabilité à cette victime, quoi. À Anne, qui est une victime d'une relation d'emprise et de violence et d'un féminicide, finalement. Moi, je suis d'accord avec toi sur ces paroles de la dernière chanson. Ça m'a dérangé la première fois que je l'ai vue et ça me dérange toujours quand je le vois, le fait qu'elle dise elle met sur un plan d'égalité sa mère et son père dans la culpabilité qu'elle leur assigne. Mais pour revenir un petit peu en arrière, avant qu'on arrive à ce morceau final, moi, c'est ça qui me faisait peur en te montrant le film, c'est la manière dont il parle de féminicide, puisqu'il en parle avec un point de vue masculin. Et Léos Carax, d'ailleurs, l'assume totalement. Moi, j'avoue que j'ai trouvé ça... En fait, je suis sortie de ce film hyper partagée parce que à la fois j'avais adoré, j'avais trouvé ça très très beau visuellement. Enfin, je trouve que Léos Carax est un immense artiste et que ça se ressent dans tout le film. Que j'avais beaucoup aimé la musique, que j'avais beaucoup aimé l'expérience de visionnage à Cannes, tout ça qui était très exaltante. Mais j'étais partagée par le fait d'avoir été placée dans le point de vue de ce mec pendant aussi longtemps. Surtout en sachant pas dans les premières scènes que j'allais assister à un féminicide. Et en même temps, je crois que c'est ça que j'ai fini par garder du film, c'est le fait qu'il nous interroge là-dessus et sur notre rapport nous-mêmes avec un artiste qui nous place dans cette position. Et j'avais l'impression que Léos Carax nous forçait à nous interroger sur lui et sur ce qu'on accepte des cinéastes. Dans la conférence de presse à Cannes, il a dit, je cite, « C'est ma vision d'une violence et de ce que le cinéma met en scène, condamne, pardonne, sachant que les films sont faits en grande majorité par les hommes, même si c'est en train de changer. » Et en fait, c'était sa réponse à une question qui lui demandait s'il était trop indulgent avec le personnage de Henry McHenry. Et il a dit, c'est pas une question d'indulgence parce que le film n'est pas un procès. Et c'est peut-être un petit peu de ça dont le film parle aussi, c'est-à-dire que le film lui-même n'est pas une condamnation, même si le personnage est condamné dans le film, il finit en prison, ce qui est aussi pas souvent le cas quand même quand on parle de féminicide. Moi, c'est ça que j'aime bien dans le film, c'est que le mot féminicide est prononcé dans le film, il est affiché. C'est comme ça que le meurtre est qualifié, et donc il n'est pas qualifié de crime passionnel, il est qualifié de féminicide dans le film. Et l'homme qui l'a commis finit en prison et finit condamné par sa propre fille aussi, qui lui dit qu'il ne mérite pas d'aimer qui que ce soit. Donc je trouve que c'est assez fort, et je pense que j'ai trouvé ça d'autant plus fort
en juillet 2021, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, on est à 8 ans de MeToo. C'est encore très frais, même si je pense ça a été un bouleversement énorme en quelques années. Et au moment où on a vu ce film, on était à un peu moins de 4 ans après MeToo. Et la remise en question était très, très, très intense à ce moment-là. Et je pense que c'était à la fois très dérangeant de voir le portrait d'un homme qui a commis une violence et un meurtre, un féminicide, mais je pense que ça paraissait très frais à l'époque de voir une telle remise en question par un homme d'un certain âge, cinéaste, et le fait de nous interroger aussi sur qu'est-ce qu'on fait quand on voit un artiste dont toute la carrière est d'être agressif, ce qui est le cas de Henry McHenry, et qu'on l'adore jusqu'au moment où il commet ce crime, et à ce moment-là, ce que le public dit dans le film, c'est tout ce qu'on veut, c'est qu'il disparaisse. En fait, on s'en fiche de la condamnation elle-même, on veut juste plus le voir. Et à l'époque, moi, quand j'avais écrit sur le film, j'avais fait le parallèle avec Louis C.K., qui a quand même bâti sa carrière aussi sur des blagues assez provoques, sur son rapport au sexe, et puis ensuite, il a été révélé qu'il avait été accusé par plusieurs femmes de s'être masturbé face à elles sans leur consentement. Et du jour au lendemain, HBO a supprimé toutes les œuvres de Louis C.K. de son catalogue, comme s'il fallait plus le voir, comme si, en fait, le fait qu'il ait été porté au nu pendant des années pour une œuvre qui était aussi dérangeante sur le plan sexuel, maintenant, il fallait s'en détacher le plus rapidement possible et faire une coupure qui était même un peu extrême. Et je trouve que c'est très intéressant d'interroger ça, la question de cancel culture, en fait, même si c'est une expression qui est insupportable et que ces artistes, au final, ne sont jamais cancelled, ils reviennent 2 ans plus tard. Mais j'ai l'impression qu'en 2021, un artiste qui essaye de s'interroger là-dessus, sans jamais vraiment prendre parti pour le personnage principal, parce que moi, je trouve à aucun moment, on a de la sympathie pour Henry. J'avais trouvé ça très fort. Et en même temps, j'avais été très dérangée aussi par le film et j'étais ressortie en me disant qu'est-ce que j'en fais, quoi. Qu'est-ce que je fais d'un film qui m'a fait passer 2 heures avec un homme violent, quoi. Et je trouve que même s'il y a encore des choses dont je suis pas particulièrement fan, et je pense que c'est peut-être générationnel aussi, il le voit de son point de vue à lui, et j'ai sans doute pas le même point de vue sur les féminicides que Léos Carax, je trouve que c'est quand même très très fort et très rare au cinéma, justement, de montrer un crime comme ça avec ce point de vue-là, où pour moi c'est pas montré comme un crime passionnel ou comme un crime d'amour, parce qu'on croit jamais vraiment à leur amour et qu'on n'est jamais dans son camp à lui, quoi. Non, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là où le film est très clair sur ce qu'il dit de Henry McHenry, c'est sur ce qui va se passer aussi après la mort, c'est-à-dire sur l'exploitation qu'il va faire du personnage d'Annette, qui est donc une petite fille qui, en plus d'être une marionnette, a une voix magnifique et une voix totalement inattendue et impossible pour un bébé et un enfant aussi jeune. Et donc, il va totalement l'exploiter. C'est toute une étude aussi sur le système d'exploitation des enfants à Hollywood. C'est ce que j'ai le plus aimé aussi dans le film. C'est ce que ça dit justement de la façon dont on traite les enfants. Et je trouve que le film est très malin là-dessus. Parce qu'on a tellement d'empathie pour Annette, comme tu dis, qu'on vit très très mal de la voir exploitée de la sorte. Et en plus, il faut préciser que c'est une malédiction de Anne qui, après sa mort, en fait, encore une fois, on est dans un contexte d'opéra, revient comme une apparition où elle dit à Henry qu'elle va le hanter. Et notamment à travers la voix d'Annette qui évoque la voix de Anne. Et donc, ce don un peu surnaturel que Annette va porter avec elle va torturer son père, puisque ça va toujours le mettre face au crime qu'il a commis, quoi. C'est pour ça que Annette lui en veut, c'est parce que elle porte ce don comme un fardeau et parce qu'elle va être exploitée, elle va être transformée en monstre de foire, en fait, à cause de son talent et de ce don qu'elle a. Et donc, elle en veut à sa mère de lui avoir transmis ça pour hanter son père. Ce qu'on peut comprendre, même si, du coup, c'est très détaché de la réalité, quand même. Tout à fait. C'est un peu surnaturel. Ce qui va se passer, c'est que donc pendant un spectacle, pendant le Super Bowl, c'est pendant le Super Bowl, non ? Ça ressemble au Super Bowl. C'est un peu dans un lieu qui évoque plein d'endroits différents, mais c'est un immense stade et c'est censé être la dernière performance en direct d'Annette. Donc ça a été super marketé, etc. C'est un peu le Eras Tour de Annette. Et elle s'apprête à chanter, mais à plusieurs reprises, elle plante son introduction. La foule commence à s'impatienter, ce qui est marrant parce qu'en plus on se dit waouh, c'est horrible la façon dont on traite ce bébé, quoi, qui est devenu une énorme star parce qu'elle a cette voix. Et elle va finir par dire mon papa il tue des gens. Et ce que tu espérais fortement, oui. Et c'est ça qui s'est produit. J'espère qu'elle va chanter genre My father killed my mother and then he killed my adopted father. Oh.
Ah, voilà, c'est ce que j'ai dit qu'il allait faire. Bah, En fait, appelez-moi pour vos compositions. Ouais, hein. voilà, on vous l'a pas dit, mais c'est Marie qui a doublé Marion Cotillard dans les scènes d'opéra. Exactement. Et oui, j'avais oublié qu'il tuait aussi le chef d'orchestre, pauvre bougre, qui devient un peu un père adoptif pour Annette parce qu'il pense être peut-être le père d'Annette, vraiment. Oui. Comme quoi, ça s'est passé très vite, cette histoire. C'est clair. Bon, le film est très long et à la fin, t'en pouvais plus. Et je t'avais dit que ça se terminerait en chanson. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un nouveau morceau, tu me disais, est-ce que c'est la dernière chanson ? Clairement, les dernières 20 minutes ont été très douloureuses pour toi. Oh non. Bon, tu peux me résumer la fin. C'est ça la dernière chanson ? Non. Non. Mais meuf. Oh, j'en peux plus de ce mec. Oh, j'en peux plus. Oh, ta gueule. J'en peux plus de ce mec. Il sait pas chanter, il raconte de la merde, c'est un connard. Et pourquoi on écoute ce mec pendant des heures ? Là, j'en ai marre, je suis fatiguée, je veux rentrer. Et finalement, on arrive à la dernière scène, qui est la confrontation finale entre Annette et son père en prison. C'est un moment qui est très émouvant. Annette devient une vraie petite fille, c'est plus une marionnette, puisqu'elle a grandi aussi. Et t'as dit que c'était le deuxième meilleur morceau du film avec Sommeil We Start. Qu'est-ce que t'as pensé de cette confrontation finale ? Bah, le numéro est très beau, hein. La petite fille est incroyable. Ouais. Et mélodiquement aussi, je pense que c'est le plus beau morceau avec Sommeil We Start. Et je pense que c'est la meilleure chanteuse de tout le casting, donc cette petite fille de 6 ans. Donc ça fonctionne très très bien. Et c'est très beau. Et il y a un côté très émouvant à voir cet enfant justement être aussi juste et donc dur envers son père. Oui, parce qu'elle chante bien, cette actrice, mais elle joue aussi très très bien. Oui. C'est rare de voir des enfants qui sont bons comédiens quand même. Et elle a une telle colère envers son père et une telle émotion. C'est très très fort, quoi. Le seul point, moi, qui m'a dérangée dans cette chanson, c'était vraiment le fait qu'elle place autant de culpabilité sur sa mère que sur lui. Et que, du coup, ça le mette, lui, dans une position à pouvoir dire « Non, n'en veux pas à ta mère ». Ça m'a dérangée, en fait. Alors, peut-être que certains diront que je suis trop simpliste dans la façon dont je perçois ce qui se passe là. Ouais, je trouve que sur un film qui, en plus, traite d'un sujet pareil et le traite de façon un peu, parfois... teinté d'humour parce que quand même c'est un film un peu absurde avec c'est une comédie musicale, d'accord, c'est une tragédie, mais il y a quand même quelque chose de très absurde dedans. Se conclure sur une telle note où la mère est placée dans une position de culpabilité alors qu'elle a été victime d'un féminicide. Évidemment, un enfant de 6 ans va peut-être pas avoir le recul nécessaire pour pouvoir pardonner à sa mère d'être absente et de lui avoir transmis ce don ou des choses comme ça, comme une malédiction. Mais le fait que le film se choisisse ça comme conclusion m'a un peu dérangée. Moi aussi, je suis mitigée, clairement, à cause de ces quelques lignes, même si je trouve que, encore une fois, c'est une fin... assez osé. Moi, à l'époque, je me suis dit, il finit en prison quand même, ce qui est limite du wishful thinking par rapport à ce qui se passe dans beaucoup de cas de violences sexistes et sexuelles. Et en fait, ce qui est à la fois très beau et très dérangeant, mais je trouve que le film le fait de manière intelligente, en tout cas, moi, ça a créé beaucoup de questionnements chez moi, c'est que là, la mise en abîme devient de plus en plus évidente, puisque plus le film progresse, plus Adam Driver ressemble à Léos Carax physiquement. Il est limite grimé en Léos Carax, et là, à la fin du film, il est totalement transformé physiquement, il est très creusé, il a les cheveux poivre et sel comme Léos Carax. Et ce qu'il faut dire, c'est que au début du film, Léos Carax, quand il est à la console, dans le studio d'enregistrement, il est avec sa fille. Et son ex-compagne à Léos Carax, Katerina Golubeva, avec qui il a eu cet enfant, s'est suicidée il y a quelques temps maintenant. Et en fait, on ne peut pas voir cette scène sans se demander si elle n'est pas l'expression d'une énorme culpabilité de Léos Carax envers sa fille pour ce qui s'est produit. Lui-même a dit que c'était un film sur un mauvais père, un mauvais mari, un mauvais artiste, etc. Et il se met en scène à la fois lui-même au début du film et ensuite à travers Adam Driver qui lui ressemble à la fin du film. Et donc, moi, je trouve que cette scène-là prend une dimension encore plus émouvante et encore plus importante parce que c'est le dialogue entre un père et sa fille
comme on l'a vu au début du film où elle est en studio avec lui, la fille de Léos Carax, autour d'une mère absente qui est morte prématurément dans des circonstances très très dures et violentes. Et donc moi ça m'a laissé encore plus chamboulée et pleine de questionnements à la sortie de ce film et je trouve ça très très beau que Léos Carax ait sublimé forcément une partie de son histoire à lui et de l'histoire de sa fille en cette histoire-là de cinéma et d'opéra. Non, mais c'est sûr que quand tu m'as dit ça après le visionnage, on voit la scène autrement. Le problème, c'est que ce que raconte le film, c'est pas l'histoire du suicide de la mère. C'est l'histoire d'un féminicide. Ouais. Donc, la chanson finale de la petite fille, quand tu l'entends seulement par rapport à l'histoire que tu viens de voir, il y a une dissonance pour moi. Mais ceci dit, je trouve la dernière scène très très belle. Ouais, on est d'accord. Le film a remporté le prix de la mise en scène à Cannes en 2021. Pour moi, il aurait totalement pu avoir la Palme d'Or aussi, mais prix de la mise en scène, c'est très bien. Il a aussi récolté plein de Césars, notamment meilleure musique originale, meilleur son, meilleurs effets visuels, je l'ai dit, meilleur montage et meilleure réalisation. La mise en scène, t'as tout de suite évoqué un certain cinéaste dont on a déjà parlé dans Ami. Très bien, ça. Tout à fait. Ça aussi, c'est très bien cher. Ouais, de ouf. Maintenant, je suis un peu devenue une experte. C'est clair. Non, mais du coup, je le vois partout maintenant, tu vois. Bah oui, évidemment. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de la mise en scène du film ? Non, mais c'est très très beau. Vraiment, j'étais assez subjuguée par le film. Il est magnifique. Et forcément, oui, je voyais beaucoup de références à Lynch, mais ça, c'est parce que maintenant que tu m'as bourré le crâne, je le vois partout. Après, je pense que c'est clairement, tu as eu raison de voir ces références-là. En plus, comme tu l'as dit pendant qu'on regardait le film, ça se passe à Los Angeles. Oui, c'est ça. Ça parle d'une célébrité maudite, ce qui est aussi la thématique de Mulholland Drive et oui, d'autres... puis de violence envers les femmes. Voilà. Et justement, en fait, après, dans les notes que j'ai prises, pour moi, je trouvais que la façon dont Lynch et ceux qui ont écouté notre saison sur Twin Peaks et surtout l'épisode sur Twin Peaks Firewalk With Me seront peut-être surpris de m'entendre dire ça. Mais je pense qu'avec le temps et surtout en ayant vu Twin Peaks The Return, j'ai une perception un peu différente maintenant de la façon dont David Lynch traite de ces sujets ou traitait de ces sujets. Je trouve qu'il y a plus de finesse et plus d'intelligence dans la façon, et surtout un plus grand recul dans la façon dont il les traite dans ses films que dans la façon dont c'est traité dans Annette. Mais encore une fois, peut-être que j'évoluerai là-dessus. En tout cas, moi, je pense que c'est assez révélateur et je suis assez contente de voir que déjà, entre le moment du visionnage d'Annette et maintenant, j'ai l'impression que tu as eu un cheminement, quoi, parce que tu étais vraiment... Oui, j'étais fatiguée. 2h20 franchement, c'est long. C'est trop long. Mais c'est le problème des comédies musicales. Oui, mais j'étais aussi très énervée contre le propos du film et le fait d'avoir dû passer autant de temps avec ce personnage de Henry McHenry. Mais ça, c'est sûr. Mais en fait, j'ai pas revu le film depuis, donc j'en garde peut-être que les aspects positifs maintenant, mais peut-être que si je devais le revoir, ça me saoulerait à nouveau. Quand j'ai relu mes notes tout de suite après le visionnage du film, c'est sûr que une grosse partie, c'est sûr, je n'en peux plus de ce mec. Pourquoi j'ai dû passer autant de temps avec ce mec ? Oui, t'avais vraiment une exaspération très très forte. Moi, c'est pareil. Annette, j'ai dû le digérer et j'en ai gardé a posteriori une réflexion, je pense, assez riche. Mais je dirais aussi que, déjà, David Lynch, il a tout un corpus. Après, des histoires d'amour, entre guillemets, violentes, ça fait aussi beaucoup partie de la filmographie de Léos Carax. Mais je dirais que la plus grosse nuance, c'est que les personnages féminins chez David Lynch sont centraux dans tout ce qu'il fait. Et là, clairement, Annette n'est pas vraiment centrée ni sur Anne ni sur Annette, même si c'est pour elle qu'on éprouve le plus d'empathie. C'est un film qui parle plus de Henry McHenry. T'as un morceau préféré dans le film ? Je pense que ça reste So May We Start parce que c'est celui qui reste le plus en tête et qui est bien. En vrai, moi, je vais un peu défendre celui sur l'accouchement. Je trouve qu'il est aussi très très bien. Push, 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 Anne, push, Anne. Je trouve ça très très bien. Il fallait le faire. Voilà, exactement. Et j'ai un petit MVP qui est la meuf au procès qui est enrhumée. Ça n'avait pas besoin d'être là, mais c'est le genre de petite touche absurde que j'adore dans un film et elle m'a beaucoup fait rire. Henry McHenry, do you solemnly swear that you will tell the truth, the whole truth, Pourquoi and pas nothing comme ça? but the truth? So help you God. Truth. Parce qu'elle est enrhumée. Yes.
C'est la fin de cet épisode d'Amis. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci Marie d'avoir subi Annette avec moi. C'était un plaisir. Et d'en avoir parlé avec autant d'éloquence. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle comédie musicale. Ce sera Chicago et c'est un film que je n'ai jamais vu. Tout à fait. Et ben salut tout le monde. Salut. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, prise de son et réalisation, Aurélie Rodriguez. Mais pourquoi il est en short En short et en mocassin. sur une moto? C'est ça qui est bien avec ce podcast, c'est que ça m'a forcé à regarder des trucs que j'aurais abandonné Au bout de 5 minutes. Ouais. Est-ce que c'est bien pour toi? Bah parfois ça l'est. Ouais. Genre sur Twin Peaks, oui. Mmh. Sur ça, Sur j'attends ça, de voir. ouais, j'ai un doute. Oh non, on en est qu'à la moitié.